visualisation de ce qui se passe lorsque l'on encombre le site réactionnel. Donc, lorsqu'on a sur l'atome de carbone qui est le siège de la réaction, 3 atomes d'hydrogène, on a 0 encombrement stérique. Ça signifie que le nucléophile peut s'approcher de l'atome de carbone de manière très rapide, sans contrainte. Et la réaction, elle se fait de manière rapide. Dès que l'on commence à substituer l'atome d'hydrogène, ici, par un groupement méthyle, qui est pourtant le groupement qui est le moins encombrant de tous ceux que l'on verra, eh bien, la réaction se ralentit. Elle se ralentit d'autant plus lorsque j'ai 2 groupements, ici méthyle, là, et 3 groupements méthyle, pas de réaction. Regardez un tout petit peu les modèles moléculaires et vous allez vous rendre compte de l'encombrement réel du carbone lorsque le groupement OH essaye d'approcher le carbone qui est en bleu derrière. Donc effectivement, pas de contrainte stérique ici, mais au fur et à mesure que l'on encombre, eh bien, on commence à ne même plus voir l'atome de carbone. Même visuellement, vous devez vous rendre compte que c'est très difficile de le voir, donc pour OH- de s'approcher. Donc c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie des carbones, des atomes de carbone. On ralentit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réaction lorsqu'on encombre. Et cette notion d'encombrement, elle n'est même pas uniquement directement liée à des groupements qui substituent l'atome de carbone qui est le siège de la réaction. Si vous regardez ici, on a une incidence sur la vitesse de la réaction lorsque on passe de 100 substituants à un atome, à un fragment méthyle, mais également lorsque l'on substitue l'atome de carbone, même s'il n'est pas le siège de la réaction, si on le substitue, on augmente d'autant plus la contrainte stérique, on empêche une approche facile du nucléophile, donc on ralentit l'approche du nucléophile et on ralentit la vitesse de la réaction. Donc c'est une réaction qui est très 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 sensible à ces contraintes stériques et qui donc va être relativement limitée finalement, puisque dès qu'on commence à encombrer, cette réaction n'a pas lieu. C'est la même notion ici, vous avez la même notion d'encombrement stérique sur le carbone qui est voisin, de celui qui est le siège de la réaction et qui va empêcher la vitesse. Ici, ça c'est la constante de vitesse, elle est à 1 ici parce que ça sert de référence. La constante, elle baisse et elle baisse encore de manière importante dès que l'on substitue. Dès que l'on substitue l'atome, le site réactionnel, dès qu'on l'encombre. Alors, je ne sais pas si vous avez ça dans votre dans le document que j'ai mis sur le site. Ok. On a 1 ou 2 ou 3 diapos là qui arrivent et qui sont en fait vos résumés de cours. Quels sont les facteurs essentiels et importants qui vont gouverner une SN1 ou une SN2? C'est-à-dire, lorsque vous vous trouvez devant un substrat qui possède une liaison carbone-chlore ou carbone-brome, donc avec un groupement partant, de quel type de réaction s'agit-il? Eh bien, on s'aperçoit en fait que pour une SN1, c'est un facteur électronique qui va gouverner la réaction. Un facteur électronique, ça signifie que la réaction va se faire en fonction de la stabilité du carbocation qui est intermédiaire. Donc, je vous rappelle, c'est l'histoire du chameau dans le profil avec un intermédiaire qui est carbocationique. Plus ce carbocation est stable, par effet électronique des 3 substituants R qui sont autour, plus cette réaction a de chances d'avoir lieu. Par contre, sur des facteurs qui sont uniquement stériques, et qui vont gouverner une réaction de type SN2, eh bien cette fois-ci, c'est l'accès au site réactionnel qui est important. Et moins le site réactionnel est encombré, plus cette réaction a de chances de se faire. Donc vous remarquez que je les ai mis l'un en face de l'autre, d'accord? Un substrat pas substitué, et ici le même substrat qui donne accès à ce carbocation-là, mais on est à un bout et à l'autre bout de l'échelle. Le rouge là signifie que ça ne va pas se faire. Pas stabilisé pour le carbocation, ça ne va pas se faire. Trop encombré, ça ne va pas se faire non plus. Par contre, le bleu a toutes les chances de se faire.
Alors, si on continue, on s'aperçoit ici que on s'aperçoit ici que dans ces systèmes comparés, vous avez au-dessus les substrats, les dérivés halogénés ou qui portent le groupement partant, et puis vous avez les carbocations potentiels qui pourraient être formés en dessous. Eh bien, figurez-vous que sur le substrat qui est tertiaire, qui donne le carbocation le plus stable, c'est toujours la SN1 qui est favorisée. Pourquoi? Parce que le carbocation est stabilisé. À l'autre bout de la chaîne, eh bien, les deux carbocations que vous avez là, qui sont sur CH3 ou alors sur un site primaire, eh bien, ce carbocation n'est pas facilité, n'est pas formé facilement, il n'est pas stabilisé. Donc, ce type de substrat vont donner lieu à des réactions de substitution nucléophile d'ordre 2. Et puis au milieu, la frange du secondaire, ce substrat secondaire ou ce carbocation secondaire, eh bien, il a à la fois une stabilité intermédiaire et à la fois un accès intermédiaire. Ça veut dire qu'on peut avoir soit des réactions de SN1, soit des réactions de SN2. Alors, qu'est-ce qui définit qu'on ait une réaction de SN2 ou de SN1? Eh bien, ce sont les caractéristiques. Donc, je vous rappelle que SN1, par rapport à SN2, quelle est la différence? La loi de vitesse. La loi de vitesse qui est différente. Bien, alors, si cette loi de vitesse est différente, comment on peut faire sur des carbocations secondaires pour trouver si c'est une SN1 ou une SN2? Eh bien, il suffit de multiplier, si on ne sait pas ce qui va avoir lieu, le type de mécanisme, on va faire deux expériences. Une expérience avec une concentration définie du nucléophile et une seconde expérience avec la concentration de nucléophile multipliée par 2. Ou par 10, peu importe. S'il y a une incidence sur la vitesse, si je multiplie ma concentration nucléophile par 2 et que ma vitesse est multipliée par 2, c'est une SN2. S'il n'y a pas d'incidence sur la vitesse, c'est une SN1. Autre point. Eh bien, lorsque j'effectue ma réaction, si mon carbone est asymétrique, je ne sais pas si c'est une SN1 ou une SN2, eh bien, j'ai un énantiomère au départ, je mesure l'activité optique du produit. Si je n'ai pas d'activité optique alors que j'avais un substrat qui était chiral, c'est que j'ai un racémique. Donc, c'est une SN1. Si j'ai une activité optique sur le produit issu de la réaction, c'est que c'était une SN2. Donc, vous avez même sur la frange intermédiaire, ici, là, vous avez la possibilité de savoir s'il s'agit d'une SN1 ou d'une SN2. Est-ce qu'il y a des questions? Selon la loi de vitesse, dans une SN2, la concentration des deux réactifs du nucléophile est importante. Donc si on multiplie par 2 ou si on multiplie par 10 la concentration du nucléophile, si c'est une SN2, je vais avoir ma vitesse multipliée par 10. Si c'est une SN1, je n'ai pas de conséquence sur la vitesse. Je ne vais pas modifier ma vitesse.
concentration du nucléophile n'intervenant que dans la loi de vitesse de la SN2, ici, si je modifie ma concentration, je ne peux avoir de conséquences que s'il s'agit d'une SN2. Si ce n'est pas une SN2, je n'ai pas de conséquences. Ensuite, sur une réaction de SN1, quel que soit le substrat avec lequel je travaille, eh bien, le produit de ma réaction ne peut pas avoir d'activité sur la lumière polarisée, puisqu'il s'agit, dans tous les cas, d'un racémique. Donc, il suffit que je prenne la mesure du pouvoir rotatoire à l'issue de la réaction. Si je n'ai pas d'activité optique sur la lumière polarisée, c'est un racémique. Si je suis actif sur la lumière polarisée, c'est que j'ai transformé mon substrat de manière stéréospécifique. Donc une SN2 se caractérise par l'activité sur la lumière polarisée si mon substrat est porteur de l'information chirale, donc s'il est asymétrique. En aucun cas, j'ai d'activité optique dans une réaction de type SN1. Je ne peux en avoir une que sur une réaction de SN2. Dans une réaction de SN1, si je passe par un carbocation, j'ai 50% de chance de réagir d'un côté du carbocation et 50% de l'autre. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai 50% de deux formes, 50% d'une forme plus 50% de l'autre, annule l'activité sur la lumière polarisée. Donc, c'est un racémique. Ma seule chance d'influencer la lumière polarisée, d'être actif sur cette lumière, c'est que j'ai un énantiomère dans une SN2 que je transforme de manière stéréospécifique en un énantiomère du produit, et un seul. Donc cette fois-ci, pas de racémique. Alors, un pouvoir rotatoire, il est calculé à partir de la lecture de l'angle, donc en plus ou en moins, sur la longueur de la cuve et la distance parcourue. Donc effectivement, ici, ça, la lecture de l'angle, ben, c'est la déviation à gauche ou à droite de la lumière polarisée lorsque je mesure l'activité optique d'un énantiomère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bien. Alors, vous avez également un petit comparatif entre SN1 et SN2 dans votre cours qui vous reprend en fait les principales caractéristiques de ces deux réactions. Ça fait partie du résumé de cours que moi je vous donne. Alors, pourquoi ça ne marche pas?
PowerPoint ne répond pas. Bien. Alors, à l'aide de cette réaction de substitution nucléophile, c'est la diapo que je vous ai montrée au début. On va pouvoir transformer la liaison carbone-halogène que vous avez là en tout un tas de fragments, ici, de fragments fonctionnels qui vont des alcools aux amines, aux atomes de phosphore, à différents autres fragments que vous allez retrouver, pour certains, actifs en sciences de la vie. Alors, ça clôt le chapitre sur la réaction de substitution nucléophile. On va donc aborder dans ce chapeau sur les dérivés halogénés le deuxième trait de leur réactivité. Donc, si vous vous rappelez, eh bien, dans l'une des diapos de présentation, je vous ai dit que ces dérivés halogénés possèdent en fait une réactivité sur le carbone qui est alpha de l'halogène, c'est-à-dire juste à côté, mais possèdent également une réactivité sur le carbone qui est bêta. Donc le carbone, un cran plus loin, et notamment ici l'atome d'hydrogène. Dans ce deuxième trait de la réactivité, eh bien, on va s'attaquer à des réactions dites d'élimination. Alors, qu'est-ce que l'on appelle une réaction d'élimination? Une réaction d'élimination est une réaction, donc bêta, à partir de bêta, de formation d'une liaison qui est double. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, en fait, une réaction d'élimination fait passer deux carbones qui sont hybridés sp3 à deux carbones qui sont hybridés sp2. Donc, d'une liaison simple à une liaison double. Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on élimine du substrat? Eh bien, on va éliminer à la fois le groupement X, l'halogène, le groupement partant, et puis en position bêta, l'atome d'hydrogène. Où est-ce qu'on retrouve tous ces éléments-là? Eh bien, on retrouve le produit de la réaction, qui est une double liaison, mais on va retrouver ensuite deux ou trois sous-produits. Ces deux ou trois sous-produits, ils sont issus de quoi? Eh bien, ils sont issus du groupement partant, X-, donc on va retrouver les mêmes caractéristiques sur le groupement partant que l'on a dans les réactions de substitution nucléophile. Mais on va également retrouver un deuxième sous-produit ici, regardez, soit X plus H, soit YH. Alors, c'est pas X, c'est Y plus H et YH. D'où viennent ces sous-produits? Eh bien, en fait, regardez, on va utiliser ici soit un anion, donc quelque chose qui est riche en électrons, soit quelque chose qui est neutre en électrons. Mais quelque chose qui est neutre, mais qui est riche en électrons. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'utiliser cette espèce chargée négativement ou cette espèce riche en électrons comme une base. Comme une base, pourquoi faire? Pour créer l'élimination. Une base réagit avec un acide. Où est-ce qu'on voit un acide ici? Eh bien, l'acide est l'espèce qui cède un proton. Donc l'acide, il est déguisé sous cette définition ici. C'est cet atome de carbone ou ce substrat qui va céder ce proton. Il va céder ce proton à qui? À une base. Donc vous avez ici une base neutre ou une base chargée qui va capter ce proton et que l'on va retrouver ici. La base chargée Y- qui capte H+, ça vous donne un sous-produit qui est neutre. La base neutre qui capte H+, vous donne une espèce chargée positivement. Donc Y peut être soit sous sa forme neutre une base de Lewis, soit sous sa forme chargée une base de Bronsted. OK? Alors, dans cette appréciation du niveau de la base, eh bien, une espèce chargée négativement ou une espèce neutre qui est riche en électrons, c'est également la définition du nucléophile. Donc, on a une réactivité qui est double, puisque sur ce type de substrat, eh bien, ceci peut être soit un nucléophile neutre, soit une base de Lewis.
Ceci peut être soit un nucléophile chargé, soit une base de Bronsted. Ça veut donc dire que pour tous les substrats qui ont un groupement partant sur le carbone alpha et un atome d'hydrogène sur le carbone bêta, on peut donc avoir une compétition entre la substitution nucléophile, si Y- et Y jouent le rôle de nucléophile, et une élimination, si Y- et Y jouent le rôle de base. Alors cette compétition, eh bien, elle va dépendre de quoi? Elle va dépendre de la nature du substrat. Elle va dépendre de la stabilisation des carbocations intermédiaires ou pas. Elle va dépendre eh bien, aussi du produit qui est formé dans la réaction d'élimination et de sa stabilité. Donc, la partie SN était une partie qui était relativement simple. La partie élimination est une partie qui est un tout petit peu compliquée, plus complexe, et il est impératif que vous ayez emmagasiné le maximum d'informations sur la réaction de substitution nucléophile. Alors, si on regarde de plus près, eh bien, de la même manière qu'une SN1, on va avoir une élimination monomoléculaire d'ordre 1. Donc, je vous remets la réaction générale ici. H et X en alpha, en bêta. La base, ici l'acide conjugué, et X- qui sert de groupement partant. Alors, dans une réaction d'élimination d'ordre 1, qu'est-ce qu'on va faciliter? Qu'est-ce qu'on va favoriser? Eh bien, on va favoriser ici les substrats qui sont tertiaires. Pourquoi? Eh bien, parce que ces substrats tertiaires réagissent avec des bases qui sont fortes pour donner une double liaison. Oh, surprise monomoléculaire, la vitesse, ici, dépend d'une seule espèce. Ça vous rappelle rien? C'est exactement le même type de loi de vitesse que pour la substitution nucléophile. Même loi de vitesse, même substrat de départ, ça veut probablement dire aussi, eh bien, même chemin réactionnel. Donc on va le regarder. Et effectivement, on va passer par les mêmes intermédiaires. Dans une réaction d'élimination monomoléculaire d'ordre 1, E1, eh bien, on va avoir une étape lente qui est dédiée à la rupture de la liaison carbone-brome. Qu'est-ce que l'on forme par rupture hétérolytique de la liaison carbone-brome? Le carbocation. Donc cette étape, c'est exactement la même pour les deux transformations, SN et élimination. C'est toujours une étape lente, il n'y a aucune raison que ça change. La structure du carbocation, c'est toujours plan. Il n'y a aucune raison que ça change. Et on a toujours ensuite une réaction qui est rapide. À quoi elle est dédiée? Eh bien, à la réaction de la base avec ce proton. Alors, si j'ai une réaction acido-basique de OH- vers H+, les deux électrons ici de la liaison H-carbone qui sont rompus vont être donnés à cet atome de carbone et former la double liaison carbone-carbone que vous avez là en rouge. Donc, monomoléculaire, c'est toujours une loi de vitesse qui comprend uniquement la concentration de l'un des deux réactifs. C'est toujours une réaction d'ordre 1, donc avec les deux étapes, une lente et une rapide. Donc, l'action de OH- sur un bromure qui est tertiaire, ici, peut donner lieu à la formation d'une double liaison. Si je vais un cran plus loin, eh bien, je vais avoir une compétition qui est énorme. Une compétition entre quoi et quoi? Une SN1 et une E1. Pourquoi? Parce que la loi de vitesse, elle est la même. Et qu'elle ne va dépendre que de l'étape lente, qui est l'étape lente de formation du carbocation. Tant et si bien que dans une réaction de SN1, on peut voir apparaître le produit de l'élimination comme une réaction secondaire ou un produit secondaire. On peut avoir à partir de ce produit, en utilisant ceci comme nucléophile ou comme base, eh bien, ces deux issues, ces deux produits différents. Quel est le profil réactionnel? Alors, si on a un intermédiaire, le profil réactionnel, il suffit de remettre le chameau, puisque jusque-là,
c'est exactement pareil. On a un premier état de transition ici qui vise à casser progressivement la liaison carbone-halogène. On a toujours une grande énergie d'activation, c'est le même substrat. Et on a toujours un intermédiaire qui est le carbocation. Ce n'est que la deuxième étape qui diffère un tout petit peu puisqu'on aboutit à une double liaison. L'énergie ici d'activation, elle est toujours très faible. Ok. Alors comment on écrit cet état de transition? On l'écrit, j'essaie de trouver les... voilà, on l'écrit ici, comme cela. On l'écrit de cette manière, avec, je vous le rappelle, les liaisons qui se forment et les liaisons qui se cassent en pointillés. Quelle est la liaison qui se forme entre la base et l'atome d'hydrogène? Quelle est la liaison qui se casse entre l'atome d'hydrogène et l'atome de carbone bêta? Donc, c'est à la fois simple, une réaction de E1, et c'est à la fois un tout petit peu plus décalé par rapport à la réaction de substitution nucléophile, d'ordre 1. Alors, vous vous souvenez que... Monsieur, oui. juste une question pour la diapo, juste avant. Pour l'état final, c'est bien Oui. hydrogène Y plus X. C'est juste une petite erreur en bas. C'est bien hydrogène plus X. Alors, tu veux dire que j'ai Hydrogène, inversé oui, voilà. Y et X, c'est ça? Oui, C'est ça que voilà. tu dis? Ouais. C'est ça? Oui, Oui, voilà, c'est absolument. juste pour être sûr. D'accord, merci. Je vais le mettre comme ça. C'est bien en fait Y qui joue le rôle de base et X- qui joue le rôle de nucléofuge. Voilà. Comme ça. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Alors, où est-ce que j'en étais? Vous vous souvenez que la réaction de SN1 conduit à un carbocation et que ce carbocation est plan. Ce carbocation plan donne lieu à une attaque du nucléophile au-dessus ou en dessous du plan. Donc, à un racémique dû à ces 50%, 50%. Dans une réaction de 1, le carbocation est toujours plan. Regardez. Ce carbocation, là, il est toujours plan. Ce fragment de la molécule est toujours plan. Alors, prenons maintenant l'atome d'hydrogène qui est en bêta. Cet atome d'hydrogène-là, il substitue un atome de carbone qui est sp3. Et la liaison qui lie ce carbone au carbocation, c'est une liaison simple. Eh bien, cette liaison simple a la particularité de pouvoir tourner autour de son axe. Et la rotation est tout à fait libre. Ça veut dire que on va avoir pour ce carbocation, eh bien, l'atome d'hydrogène potentiellement sous le plan, qui donne lieu à la formation de cette double liaison. Regardez, carbone C et D, C dans le fond, D vers vous, B vers vous et A dans le fond. Voilà comment on dessine la réaction d'élimination sur cet intermédiaire. La liaison sigma permet d'avoir une rotation libre autour de la liaison sigma. D'accord? Alors en fait, cette rotation ici, elle va... Je vais peut-être mal dessiner parce que... Elle va en fait ici. Si je fais une rotation autour de l'axe carbone-carbone, eh bien, cette rotation me donne C et D, finalement, d'inverser. Si je tourne autour de l'axe carbone-carbone, eh bien, la position de C et D, peut-être non pas échangée, mais peut évoluer. Et la réaction d'élimination, par l'action de la base, eh bien, peut donner cette double liaison. Et cette double liaison, regardez, elle possède C et D inversés. Donc j'obtiens bien en SN1 deux produits, 50-50, et dans une élimination d'ordre 1, j'obtiens bien deux produits, 50-50.
parce que le carbocation est plan et que j'ai une libre rotation autour de l'axe carbone-carbone. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, si en SN1, la réaction est non stéréospécifique, elle conduit à la formation de deux produits. La réaction de E1, elle est non stéréospécifique et elle mène à des mélanges de deux produits, le Z et le E. Alors, il y en a un des deux qui est souvent majoritaire parce que le E est plus stable que le Z. Je vais vous expliquer pourquoi dans un moment. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Oui. Donc, vous avez dit que du coup, pour une SN1, on obtenait deux produits 50%, 50%. Et Oui. pour une E1, on obtient deux produits, mais qui sont E et Z. C'est ça? E et Z, et c'est exactement ça. Regarde la différence entre les deux ici. La différence entre ces deux isomères géométriques, hein, ce n'est que la position relative de C et de D. D'accord, merci. De rien. Alors, pourquoi est-ce qu'une double liaison Z aurait une stabilité différente de l'isomère E? Alors, je vais dessiner en fait une double liaison ici, tétrasubstituée. Bien. En fait, vous êtes tous assis chez vous sur une chaise. Donc, une chaise, c'est stable parce qu'il y a 4 pieds. Il y a 4 pieds, c'est comme une double liaison qui a 4 substituants. C'est super stable. Alors maintenant, je vais dessiner l'ordre de stabilité ici par énergie croissante. Pourquoi? Parce que quand c'est très stable, eh ben, c'est très très bas sur cette échelle d'énergie. On va placer juste au-dessus la double liaison qui est trisubstituée. Si vous vous imaginez sur une chaise, si vous enlevez en fait un pied, vous allez réussir à vous maintenir, c'est sûr. Parce qu'il y a 3 pieds et qu'on arrive à trouver son équilibre sur 3 pieds. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je passe à 2 pieds? Eh bien, si je passe à 2 pieds, j'ai 2 possibilités. Soit ceci, soit cela. Eh bien, je les ai placés directement dans le bon ordre de stabilité, puisque la double liaison qui est E va être plus stable que la Z. Si vous enlevez les 2 pieds opposés de votre chaise, en jouant un tout petit peu sur la position des vôtres 2 pieds, sur votre position assise, vous allez réussir à rester assis. Par contre, si on les met du même côté, là, vous allez vous casser la figure. Eh bien, cette échelle de réactivité, je la complète ici, cette échelle de stabilité, elle est dans ce sens-là. Et si vous réfléchissez un tout petit peu à cette histoire de chaise avec des pieds, eh bien, vous allez vous apercevoir que la double liaison qui est E, celle-là, est plus stable que la Z. Donc, effectivement, une réaction de type E1 conduit à un mélange de deux isomères, Z et E. Ces deux isomères n'ont pas toujours la même stabilité. Et la double liaison E est plus stable que la double liaison Z. Ça veut dire que dans la réalité des faits, eh bien, qui est plus stable est majoritaire, parce que plus facile à obtenir et plus rapidement. Alors, oui, Julien? Oui. Absolument. Le E signifie entgegen, c'est opposé. Alors, on peut définir des doubles liaisons Z et E, même s'il y a 4 substituants. On peut toujours, dès qu'on a de chaque côté de la double liaison deux groupements qui sont différenciés au sens de Canning-Gold et Prelog, on peut définir une configuration Z ou E.
La plus stable, c'est toujours la E. Donc, on passe à un exercice pratique. C'est ça que je voulais vous montrer. On passe à un cas pratique, voilà. Où j'ai un atome de brome sur le carbone bêta ici. J'ai un atome d'hydrogène. J'utilise une base. J'utilise une base et je forme deux doubles liaisons, une Z et une E. On obtient un mélange d'alcènes Z et E, dont le majoritaire sera le E. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Du coup, la flèche va dans l'autre sens. Non. Le plus stable, c'est celui qui est à énergie la plus basse. Donc la flèche, elle va bien dans le bon sens. Le plus stable, c'est la liaison tétrasubstituée. Est-ce qu'il y a des questions encore? Très bien. S'il n'y a plus de questions, à la semaine prochaine. Monsieur, Oui. vous pouvez revenir 2 secondes sur la diapo 69, s'il vous plaît?